Mesdames et messieurs, chers amis, chers dirigeants, chers partenaires, sponsors, salariés de l'INEA, je vous remercie beaucoup d'être présents ce matin, tous ensemble pour échanger et pour vous présenter enfin le lancement de notre grand projet autour des entreprises adaptées qui se montent en constellation d'intentions communes et convergence autour des consortiums d'activités industrielles liées à notre désir de relocalisation et surtout de création de mise à l'emploi auprès des personnes en situation de handicap. Donc ce matin, il va être question du numérique. Donc, à travers les trois consortiums, il y a toute la partie automobile, numérique et textile. Et donc, dans celui du numérique, on va voir comment ensemble, l'Union nationale des entreprises adaptées va s'organiser pour justement être aux côtés des entreprises adaptées et co-entreprendre, co-partager les risques pour que justement on puisse ensemble créer les conditions de nos ambitions communes. Donc, en liminaire, l'UNEA s'inscrit pleinement dans cette démarche-là, puisque dans l'objet de ces statuts, à travers les 5 occurrences principales qui sont à l'écran, soutenir la création et le développement des entreprises adaptées et de l'emploi des travailleurs handicapés est inscrite au sein de l'objet de ces statuts. Ce qui lui confère toute légitimité à tenter d'innover aux côtés des entreprises adaptées pour répondre à des marchés, notamment à très fort volume, qui demandent beaucoup de compétences et d'appareils industriels organisés pour conquérir de nouveaux marchés. Donc, une démarche évidemment qui s'inscrit dans une dynamique de continuum de l'histoire de l'Union nationale des entreprises adaptées, de l'histoire des entreprises adaptées qui a commencé en 1987 avec la création du GAP et donc des ateliers protégés, puis a réussi à naître les entreprises adaptées avec la loi de 2005 pour en faire essayer et continuer à performer et à rendre beaucoup plus impactant et montrer l'utilité des entreprises adaptées à travers de relever le défi de l'emploi des personnes en situation de handicap. Voilà. Et c'est pour ça que nous sommes ensemble dès 2021 pour tenter, avec les partenariats de l'État, mais aussi d'un ensemble de partenaires et de sponsors, de relever ce défi. Et quel est ce défi, justement? C'est un défi de création de mise à l'emploi. On le voit aujourd'hui dans les statistiques et les projections que l'on a. Pour créer 40 000 mises à l'emploi, si on suit le continuum, justement, il nous faudrait à peu près, en moyenne, 35 années pour relever ce défi. Or, le véritable défi et l'enjeu est dans l'efficience même de l'impact et l'utilité que peuvent avoir les entreprises adaptées. Elles peuvent l'avoir. Elles ont montré tout au long de leur histoire leur dynamisme à entreprendre, à créer avec agilité. On l'a vu notamment, on l'a vécu même ensemble lors du premier confinement en mars et avril 2020, ce qui a d'ailleurs donné naissance à ces consortiums, puisque les consortiums ne sont que la modélisation et la concrétisation de ce qu'on a vécu ensemble. Et donc, comment, en 4 années, on se projette à changer d'échelle pour tenter justement de relever ce défi de l'emploi. Et donc, nous allons le faire ensemble à travers cette capacité que l'on aura à collaborer et coopérer. C'est pourquoi, comme je le disais en introduction, nous allons lancer, fort des enquêtes, notamment d'Accenture, sur les opportunités et les possibilités que l'on a justement à aller chercher des nouveaux business pour les répondre ensemble de manière mutualisée pour répondre à des effets volumes attendus. Céline Fiorina va nous présenter l'organisation de ce consortium numérique et la manière dont l'Union nationale des entreprises adaptées va co-entreprendre et co-partager les risques. Céline? Oui, alors très, très simplement, hein, on a évoqué l'étude Accenture, on a évoqué l'ambition de mise à l'emploi qui est celle de ces grands consortiums. Ce qu'il faut peut-être se rappeler, c'est les étapes dans lesquelles on s'est déjà engagé à l'heure qu'il est, après des mois et des mois de négociations quand même avec les différents partenaires. On a d'ores et déjà engagé l'étape de recrutement des équipes dédiées. C'est
plutôt bien engagé puisque sur le consortium textile, la chargée de projet arrive lundi. Sur le consortium numérique avec Grégory qui va se présenter à la suite tout à l'heure de mon propos, on est en train de recruter là, je pense, chargée de projet du consortium numérique. Et j'avance aussi très positivement sur le recrutement du chargé d'ingénierie de formation, puisque le sujet de la formation et de la professionnalisation va être un sujet central dans notre démarche. Voilà, donc en tout cas, le recrutement des équipes dédiées est en cours. Ça, c'était une séquence importante à pouvoir enclencher. La mise en place des instances de pilotage est aussi lancée. Je vais revenir très très rapidement derrière ce slide pour vous présenter ces instances de gouvernance et de pilotage. Et les temps de communication sont lancés aussi, puisque c'est important de faire et c'est important de faire savoir. Et parfois, on n'est pas très très habile dans le faire savoir ce qu'on sait faire. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Donc, première séquence ce matin, remettre de l'actualité sur chacun de ces consortiums et vous informer aussi qu'on va joindre une partie de notre communication à celle de la plateforme de l'inclusion pour justement faire en sorte que le sujet du sourcing à ma gauche et le sujet de la catalyse en termes d'accès à des marchés puissent être maximisés par notre partenariat avec la plateforme de l'inclusion. Voilà, donc ces étapes-là sont bien lancées, bien avancées. Très très rapidement, le sujet de la gouvernance, c'est un sujet important puisque lancer un projet, alors j'ai autour de la table que des directeurs la plupart du temps de projet, donc vous savez souvent mieux que moi ce qu'il en est. Il est essentiel de mettre en place une gouvernance et des instances de pilotage. Et quand on s'engage, l'engagement c'est parfois un terme qui fait peur, hein, mais il est essentiel de signer un contrat commun. Donc là, ce qu'on vous demande ce matin, c'est aussi de vérifier que vous êtes bien signataires les uns et les autres de la charte qui vous et qui nous engage dans ce consortium. Cette charte, c'est vraiment ce contrat d'alliance qui permet de rappeler les valeurs sur lesquelles les consortiums sont bâtis, les valeurs de solidarité, les valeurs de coopération, les valeurs de partage, de transparence. Alors il y en a plein d'autres, avec un fond d'écran qui sera celui du plaisir et de l'humour, parce que sans ça, je pense qu'on va faner les uns et les autres. Donc ces valeurs-là, c'est pas un discours de bisounours, c'est rappeler des principes, rappeler un cadre de référence et s'engager sur ces valeurs. Dans cette charte, on a aussi des objectifs et des engagements réciproques. Et quand je dis réciproque, c'est que l'UNEA prend sa part dans l'organisation, dans l'aide au développement et dans l'accompagnement. Donc vous trouverez ces engagements dans la charte aussi. Vous trouverez les détails liés à la gouvernance. Et je le disais, hein, une charte, c'est un cadre. Donc ça nous permet de savoir sur quoi on s'engage et comment. La gouvernance, très très rapidement, sont 3 étages de structure. Un étage très très opérationnel sont les comités de pilotage de chaque consortium dans lesquels on retrouve l'équipe qui est dédiée et les entreprises adaptées tête de file. Je vais vous en reparler juste après. L'étage du dessus, on a un comité, alors ce comité de pilotage opérationnel, il se réunit tous les 15 jours. L'étage du dessus, on a un comité de direction des consortiums, là qui est transverse, et dans lequel on retrouve les 3 consortiums et le comité de direction de l'UNEA, mais on retrouve aussi l'académie, on retrouvera le chargé d'ingénierie de formation et nos sponsors avec les EA tête de file. Et enfin, un comité stratégique qui se réunira 2 fois dans l'année avec les partenaires des services publics de l'emploi, les partenaires formation, nos financeurs, etc. Voilà. Ce cadre de gouvernance est en train de se mettre en place. Les comités de pilotage opérationnel sont effectifs. Le comité de direction des consortiums aussi. Il nous reste à mettre en place le comité stratégique qui aura lieu fin avril. Dans le champ de la formation et de la professionnalisation des structures, le petit 1 qui va être très important, c'est la mesure d'écart qu'on va lancer très rapidement sur chacun des consortiums. Elle a un petit peu démarré sur le consortium automobile. On va la lancer sur le consortium numérique et sur le textile. Ce que j'appelle une mesure d'écart, c'est savoir de quel endroit on part en termes de savoir-faire, en termes de compétences, de maîtrise des métiers et des activités dans chacune des EA engagées. Et de ce point de départ, pouvoir identifier l'écart qui se situe entre notre point de départ donc, et la ligne d'arrivée en termes de métier et de compétences ciblées
pour qu'on puisse justement mettre en place les modalités d'accompagnement et de professionnalisation les plus efficientes. Ça, c'est un point, une action qui va être mise en œuvre très très prochainement. Un sujet important dans le cadre de la professionnalisation et de la formation, mais plus largement de la démarche de ces consortiums, c'est le small is beautiful pour chacune des structures. C'est aussi une valeur forte de ces consortiums, c'est de souhaiter embarquer les petites, moyennes et gigantesques, et donc aussi les petites structures. Les faire embarquer à leur rythme, les accompagner à la lumière des besoins qu'elles auront, et dans des logiques de coopération locale aussi, entre plusieurs EA. Et un troisième point qui est important à garder à l'esprit, c'est qu'on va constamment on va essayer de faire preuve d'élasticité entre la démarche nationale dans laquelle on est embarqué et l'échelon régional. On a aussi une équipe de chargés de mission territoriaux qui sont des fers de lance redoutables pour faire en sorte que régionalement, la démarche des consortiums puisse être déployée, parce que la question des recrutements, parce que la question des sorties aura lieu sur le territoire de la région, très régulièrement, enfin, bien évidemment. Ces éléments-là étant posés, je vous propose de vous présenter l'équipe qui va être dédiée au consortium, et c'est à ce moment-là, Grégory, que je vais te laisser la main. Merci, Céline. Je t'en prie. Tu veux que j'arrête le partage d'écran? Tu veux Ouais, reprendre? je le prends, ça y est. D'accord. Vous me dites quand vous voyez mon écran, c'est bon. C'est bon. Parfait, merci beaucoup. Donc bonjour à tous, donc Grégory Gelès, moi je vais prendre en charge, on m'a confié la direction du consortium numérique, donc je vais vous accompagner tout au long de l'aventure pour essayer de générer, de relever ce défi de mise à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et je vais vous expliquer dans les slides qui vont venir un petit peu quelle va être la stratégie qu'on a imaginé mettre en œuvre au regard de l'étude Accenture qui a été réalisée il y a quelques mois de cela. Donc juste pour dresser une petite cartographie, aujourd'hui vous êtes un peu plus d'une soixantaine à avoir répondu présent sur l'appel à candidature qui avait été fait en octobre ou novembre dernier et à avoir signé la charte pour la plupart. Certains n'ont pas encore tout à fait signé la charte, mais bon, ça va être une des actions qui va être à venir. Et voilà. Et donc du coup, on va chercher à alimenter les différentes structures au niveau national sur différents territoires. Voilà. Et bien sûr, par rapport à ce consortium numérique, on a un sponsor qui est fort dans le sud de la France, qui est Airbus. Et dans un premier temps, je vais passer la parole à Airbus afin qu'ils nous expliquent pourquoi ils ont décidé de se positionner en tant que sponsor de ce consortium numérique et quelles sont leurs attentes vis-à-vis de nous. Voilà. Donc Arnaud, si tu veux bien prendre la parole. Oui, c'est bon, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, très bien. Merci Grégory. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Arnaud Douinze, donc je travaille aux achats généraux Airbus et je suis le point focal pour les entreprises adaptées. On appelle ça, chez nous, dans notre jargon anglais, les Disability Friendly Companies. Voilà. Donc effectivement, Airbus a accepté d'être sponsor de ce consortium numérique et on pense que c'est vraiment une très bonne chose. Donc vraiment, je suis vraiment content d'être là ce matin avec vous pour vous supporter. Ce qu'on peut dire, c'est que nous, aujourd'hui, on a accepté parce qu'il y a ces trois pôles qui nous semblent importants et on pense qu'effectivement, c'est le bon moment. Le premier pôle, c'est ce que j'ai appelé la responsabilité sociétale d'Airbus. Et Airbus a des valeurs, et donc Airbus se positionne aujourd'hui comme leader de l'aéronautique, et donc avec notre but qui est bien évidemment de créer de la valeur pour nos clients, pour nos employés aussi, mais aussi pour la société tout entière. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment important. Et pour 2021, on a 10 priorités qui sont majeures, et une de ces 10, c'est vraiment instaurer, c'est écrit tel quel dans nos 10 priorités, instaurer une culture d'inclusion. Donc voilà, donc on pense que ça c'est vraiment, vraiment important. Et en plus, on sait aujourd'hui, on a pas mal d'études qui nous montrent que les entreprises qui sont le plus inclusives sont aussi celles qui sont le plus innovantes et les plus performantes. Voilà. Ensuite, on a aussi le fait que les achats généraux d'Airbus, depuis maintenant 10 ans,
ont vraiment souhaité développer la sous-traitance avec les entreprises du secteur adapté et protégé. Pour vous donner un ordre de grandeur, on a multiplié notre chiffre d'affaires avec les EA et ZAD par 7, à peu près par 7 sur ces 10 dernières années. Donc vous voyez une volonté très forte justement de vouloir travailler avec vous. Ensuite, le deuxième point que je voulais mentionner, c'est que depuis quelques années, on s'aperçoit qu'il y a une montée en compétences des EA qui sont fortes. Vous avez atteint une bonne crédibilité, surtout en France, hein. On a encore à démontrer cette crédibilité, j'ai envie de dire, en Allemagne et en Espagne, et c'est beaucoup plus compliqué. Il faut encore travailler à changer les mentalités dans ces pays-là. Mais en France, vous avez vraiment atteint, je pense, une crédibilité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voudrait passer d'un modèle qu'on a appelé un modèle quantitatif, où jusqu'à maintenant, on demandait à nos suppliers prime de vous garder une part. Généralement, c'était 5% des activités. On veut passer à un modèle qualitatif, voilà, où vous aurez une responsabilité end-to-end. Donc, on ne va pas complètement changer le modèle. Il y aura toujours de la co-traitance, mais je pense que ce qu'on veut aller aussi, on veut aller vers des contrats directs et avec un modèle beaucoup plus qualitatif, avec une responsabilité end-to-end sur du développement de logiciels, avec de la maintenance et du support. Et c'est pour ça qu'on pense que ce consortium est très bien, parce que ça va vous permettre d'atteindre une taille critique. Aujourd'hui, on a vu avec la crise du Covid, les petites structures étaient vraiment en danger. Donc, grâce à ce consortium, on espère que vous allez atteindre une taille critique et avec cette structuration et cette solidarité qui devrait permettre, voilà, à terme de pouvoir même rivaliser avec certains de nos prime suppliers. Voilà. Dernier point sur lequel je voulais insister, c'est le social onshore, donc qui va avec ce consortium numérique qu'on est en train de développer dans le domaine IT chez Airbus avec Pierre Pamphilic, Catherine Gestin, donc avec l'UNEA, avec Cyril Guesso, bien entendu. Et donc, en fait, ce dont on s'est aperçu, encore une fois, avec la crise du Covid, c'est qu'on a vraiment besoin d'une souveraineté européenne pour certains outils informatiques qui sont critiques. On s'est fait peur au début de la crise Covid parce qu'on avait du support en Inde qui s'est arrêté du jour au lendemain. Et voilà, on avait plus rien, on n'avait plus de support. Et on s'est vraiment dit, oui, il faut vraiment qu'on ait une souveraineté européenne pour pouvoir travailler, pour pouvoir gérer nos risques. Ensuite, ce social onshore nous intéresse aussi parce que, effectivement, au niveau business, on va avoir des prix qui sont compétitifs. On a une proximité et, comme je vous le disais avant, vous avez été capable de démontrer une très grande performance. Et vos prix sont d'autant plus compétitifs que grâce à la réduction de la taxe AGFIP de 30%, vous pouvez tout à fait rivaliser avec du offshore. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi important pour le business Airbus. Et ensuite, donc on pense que grâce à ce social onshore, on peut aller vers un cercle vertueux de l'inclusion, notamment grâce à ces CDD tremplins, parce qu'avec le changement récent de la loi sur l'emploi des personnes en situation de handicap, jusqu'à maintenant, Airbus pouvait intégrer dans ses chiffres l'emploi indirect et l'emploi direct. Donc, on était largement au-dessus de 6%. Maintenant, avec la nouvelle loi, on ne pourra plus, et du coup, on est nettement en dessous de ces 6%. Et voilà. Et donc, il va vraiment falloir qu'Airbus, dans les années à venir, quand la situation économique aura repris,
voilà, on embauche beaucoup plus de personnes en situation de handicap. Et donc, on pense que ce Social Onshore est vraiment un outil vertueux, voilà, pour l'intégration des personnes handicapées. Voilà. Et donc, on veut aller vers une culture d'inclusion, ce que j'ai mis pour terminer, au service de l'innovation, de la performance et de la personne humaine. Voilà, en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais en tout cas, sachez que Airbus vraiment apprécie ce consortium numérique et le fait que, voilà, que vous puissiez atteindre une taille critique qui nous rassure. Voilà, et pour pouvoir travailler avec vous à terme, sans doute un peu comme on travaille avec nos prime suppliers. Voilà. Merci beaucoup Arnaud, merci. Ouais. Du coup, ça me fait parfaitement ma transition par rapport aux clients et aux activités qui sont concernées. Donc en fait, on le voit au travers des diverses études, et notamment au travers des discours des ESN, que le secteur du numérique reste un marché à forte croissance et à forte opportunité, y compris après la crise du Covid. Donc du coup, l'idée, c'est de nous positionner dans cet élan-là, pour aller capter des marchés. Et comment on va le faire? Comme l'a dit monsieur Douins juste à l'instant, on va le faire au travers de ce qu'on a appelé le onshoring social. Donc l'idée c'est quoi? C'est de regarder un petit peu tous les périmètres qui ont été délaissés par les principaux ESN, et qui ont été envoyés plutôt vers l'externalisation, donc vers l'offshore ou vers le nearshore, et arriver à construire une offre qui soit concurrentielle, pour qu'on puisse autoriser les partenaires industriels à réinternaliser l'activité informatique vers la France. Donc ça va être vraiment notre driver. Donc comment on va démarrer? On va démarrer, alors je vais passer sur la slide suivante. Voilà. Ce que je partage avec vous, c'est la stratégie, c'est quoi? On étudie un petit peu le scope. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, les ESN, elles ont essentiellement délaissé, notamment pour des problématiques de coûts, les activités de support. Nous, ça nous va bien. Ça nous va bien au niveau de l'UNEA parce que c'est des activités qui sont très procédurées et donc qui vont permettre aux personnes qui sont exclues ou éloignées de l'emploi en situation de handicap de venir reprendre le pied à l'étrier et de venir se former sur des technologies qui seront procédurées. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Donc les premiers ciblages, ça va être, comme l'a dit monsieur Douin, ça va être les activités de support, de monitoring, etc. Donc support L0, L1, L2, donc niveau 1, niveau 2, niveau 0, niveau 1, niveau 2. Et donc là, pour ça, on va à la fois avoir besoin de main-d'œuvre, mais on va aussi avoir besoin de travailler sur un modèle financier pour se positionner concurrentiel par rapport à des activités offshore. Ça, c'est important parce que si on a des modèles financiers qui ne sont pas concurrentiels, on aura des partenaires qui ne vont pas nous suivre. Voilà. Donc ça va être la première étape, ça va être de travailler sur les modèles financiers et d'essayer de cibler des opportunités sur la partie support agent. Une fois qu'on a récupéré ça et qu'on va commencer à aller bâtir, construire une première identification de deal ou plusieurs deals, on va récupérer la connaissance, la fourniture de services. Donc ça va être nos premières. Alors là, je parle vraiment au niveau consortium, hein, je ne parle pas au niveau de chaque entité parce que les preuves, vous les avez déjà fournies au niveau de chaque entité. Maintenant, au niveau du consortium, il va falloir qu'on démontre notre puissance d'agir et notre capacité à travailler tous ensemble au travers de différents programmes. Donc du coup, l'idée, ça va être d'aller sélectionner des programmes de manière assez pragmatique, je dirais. Donc on ne va pas chercher à s'éparpiller sur tout le territoire, mais on va essayer de cibler dans un premier temps pour apprendre et démontrer qu'on a une capacité de travailler ensemble et d'avoir une activité qui soit à forte valeur ajoutée pour les clients, enfin en tout cas qui soit conforme aux attentes des clients. Et une fois qu'on aura démontré ça, on va aller commencer à étendre notre capacité d'agir. Donc voilà, donc l'idée c'est on récupère une première référence. Certainement, en tout cas dans mon esprit, c'est plutôt une référence comme l'État est acteur et sponsor de la démarche aussi. Ça va être potentiellement une référence étatique, on verra. Mais l'idée, ça serait de se bâtir notre socle et de capitaliser sur une première référence. Une fois qu'on a commencer à délivrer nos premiers services, on va industrialiser via le tooling. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, à ce moment-là, on va commencer à permettre à nos personnes qu'on a recrutées de toucher au développement applicatif, donc de monter sur la strate développement applicatif. Et ça,
justement, ça va être assis avec avec notre stratégie de formation qui va être, on va former nos collaborateurs tout au long tout au long du processus. Donc on initialise le tooling, on industrialise le support, on montre qu'on est en capacité d'industrialiser et d'aller vers, comment dirais-je? De l'innovation, et cetera. Et une fois qu'on a fait ça, on va monter et là, on va amorcer le retour vers l'employabilité forte de nos collaborateurs, c'est-à-dire on va leur permettre de se créer un CV, une carte de visite, ce qui leur permettra d'intégrer éventuellement des ESN à terme ou des partenaires industriels. Donc qu'est-ce que ça va être? Ça va être on continue la formation et là on les fait monter en compétence sur les activités de support niveau 3 et de développement. Une fois qu'on aura atteint ce niveau-là, on va commencer à augmenter notre capacité, donc à aller à jouer sur la scalabilité. Parce que là, on aura démontré qu'on était un acteur, crédible et là, on va monter sur la scalabilité et en fait, in fine, l'idée, c'est d'aller chercher des activités de bout en bout, comme le disait tout à l'heure monsieur Douens, activités de bout en bout avec la possibilité de s'équiper de personnes qui vont être capables de faire de la business analyst ou de compétences fonctionnelles, mais aussi des compétences managériales. Et là, à ce moment-là, on sera en capacité de concurrencer éventuellement des ESN ou de s'asseoir à côté d'ESN, mais avec une force de frappe beaucoup plus importante. Donc c'est un petit peu ça le chemin qu'on veut faire. Et alors tout à l'heure, monsieur Douas parlait des CDD tremplins, ça va être une vraie opportunité de ces CDD tremplins pour nous permettre, au travers de tous les leviers qu'on pourra activer au niveau de l'État, au niveau financier je parle, de diminuer notre modèle financier pour être très, très compétitif et être incisif dans nos marchés qu'on va pouvoir intégrer. Voilà. Donc voilà, les métiers qu'on va cibler, ça va être le support informatique dans un premier temps, comme je viens de vous l'expliquer, et ensuite le développement logiciel et in fine, donc avoir toute la strate de développement du début à la fin. On ne va pas s'interdire, alors juste pour être très clair, je vais pas forcément aller chercher que des activités de COBOL, de Fortran, et cetera, qui ont été délaissées par les ESN ou que les ESN ne veulent plus forcément faire pour que nous, on récupère entre guillemets, «les miettes». C'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment l'employabilité des personnes à terme, du processus. Donc on travaille sur des fonctionnalités d'équivalence de validation d'acquis en entreprise, inversée. Donc ça va permettre tout au long du cursus, je dirais, de formation, de valider des acquis d'entreprise et d'être employable derrière, par nos partenaires, ESN ou les entreprises en direct. Et donc du coup, on ne va pas aller cibler les technologies qui sont plutôt obsolètes ou plus désuètes. On va aussi chercher à se poser des questions de quelles vont être les technologies de demain et comment est-ce qu'on va accompagner nos collaborateurs vers les technologies de demain, ce qui va rendre leur employabilité encore plus forte. Voilà. Pour ce qui est des prochaines étapes, donc en mai, moi je vais vous envoyer, je suis en train de bâtir le questionnaire, je vais vous envoyer un questionnaire qui va, être essentiellement, orienté sur, vos velléités de croissance sur les prochaines années, sur, votre capacité de croissance en termes de structure managériale et cetera. Est-ce que vous avez les capacités? Est-ce que vous avez les locaux et cetera pour croître? Ça va être, voilà, des questions assez ouvertes. Ensuite, on va travailler aussi avec des EA tête de file. Donc les EA tête de file, ce sont les EA qui sont très bien imprégnés dans le marché déjà, ou alors qui ont des fortes velléités, ou alors qui ont un vrai savoir-faire. Donc ça va être s'il y en a qui veulent se positionner en tant qu'EA tête de file, vous êtes les bienvenus pour participer à l'aventure. Si on en a trop, bien sûr, on réduira parce qu'on ne pourra pas faire des comités opérationnels ou de pilotage à 65. Mais l'idée, voilà, c'est que vous nous accompagniez aussi, que vous ayez votre mot à dire dans notre stratégie et dans la façon qu'on va avancer. Une des choses importantes quand même par rapport à tout ce qui est comité de pilotage et consortium, et cetera. Tout à l'heure, Céline a parlé de valeurs. On va avoir des valeurs de solidarité, de respect, mais aussi de partage. C'est-à-dire qu'on va essayer de croître tous ensemble. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est à la tête de file qu'on va avoir accès à tous les marchés et on va être positionné sur tous les marchés. Ça veut dire qu'à des moments donnés, en fonction des velléités de croissance de chacun, on va pouvoir faire des renoncements et passer la balle à d'autres personnes qui ont envie aussi de croître et qu'on a envie d'accompagner, que ce soit en compagnonnage, en way of working, en façon de travailler, etc. Donc ça, c'est important. Donc en mai, pareil, il va y avoir l'identification des œufs à tête de file. Donc si vous êtes trop nombreux, on va sélectionner les œufs à tête de file en compagnie de notre sponsor.
Et enfin, en courant mai, ce qu'on voudrait, c'est prendre des premiers contacts avec les organismes étatiques pour justement essayer d'aller chercher des premiers pans d'activité structurants, parce qu'il faut qu'on reste sur des pans d'activité relativement structurants pour pouvoir lancer notre démarche, notre processus. Courant juin, donc ça va être les premiers comités de pilotage avec les EA de tête de file. Donc on va commencer à travailler vraiment sur les modèles financiers, sur qu'est-ce qu'on veut amener, quel va être le pitch qu'on va amener à nos clients, comment on va les démarcher, etc. Donc travail et validation du modèle financier, l'évangélisation de possibles nouveaux modèles de co-traitance auprès des donneurs d'ordre. Donc ça, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il va falloir expliquer que peut-être le modèle de demain, c'est plus d'être à 5% de co-traitance avec une ESN, mais c'est d'avoir une partie en responsabilité complète sur un patrimoine applicatif et que ce soit les ESN qui viennent s'interfacer avec nous pour le bien du programme. Voilà. Et bien sûr, après, en juin, ça va être la préparation d'un premier deal. On va commencer à travailler sur les premiers deals pour essayer de lancer des premières activités sur Q3. Voilà, je crois que j'en ai fini. Donc, est-ce que vous auriez des questions? Du coup, je vais Alors, tu en as plusieurs, Greg, dans le chat déjà. D'accord, pardon. Alors, je reviens sur... Le, voilà. le temps que tu lises le chat, bravo Greg, c'est très pro. Merci Arnaud également, Arnaud Douens, Airbus. J'ai découvert Arnaud que tu étais dans la vidéo, donc c'est génial. Merci beaucoup d'être présent. Merci Arnaud. De rien. Donc, la première question, elle va être plutôt pour vous, je pense, membre du LINEA. Question terre à terre. Avons-nous des nouvelles sur les versements attendus des acomptes de subventions obtenus? Oui. Alors, c'est un problème informatique de l'État avec l'ASP. Le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à suivre le nombre d'instructions. Il y en avait 1400 dossiers. Ils en ont traité la moitié. J'ai le cabinet de Madame la ministre chargée de l'insertion, Madame Pinker, qui m'a signifié que sous 8 jours, tout serait résorbé. Mais alors, ça veut dire que ce sont les délais d'instruction. Donc, il pourra y avoir des allers-retours si, par exemple, il manque une virgule quelque part, que vous soyez qu'on vous demande de refaire encore, parce que moi, ça a été mon cas. Il reste à peu près 700 instructions de dossiers. Et maintenant, en plus, il y a les avenants financiers de tous les CEPOM. Donc, c'est pas terminé, il y aura un peu de retard, mais tout est dans le pipe. Ok. Deuxième question, c'est par rapport à l'appel d'offres SNCF et notamment la pénalité de 500 000 € en cas d'infraction, entre guillemets, le non-respect des KPI, je dirais plutôt. Ça, il va falloir qu'on le travaille, bien sûr. Hein, il va falloir qu'on le travaille parce qu'on est sur des petites structures, entre guillemets. Assez souvent, on est sur des structures à taille humaine. Donc, c'est vrai qu'une pénalité de 500 000 €, c'est juste pas... ça va être compliqué à endosser. Donc ça va être vraiment du travail qu'on va faire au niveau de l'UNEA, donc dans notre évangélisation, et je dirais aussi voir comment est-ce qu'on peut être accompagné sur ces pénalités, parce que peut-être qu'il y a des organismes d'assurance, etc., qui nous permettent d'être assez serein quand on nous demande de prendre ce genre d'engagement. Ouais, voilà, exactement. Et je pense qu'au titre du consortium, on pourra avoir des assurances complémentaires, entre autres. Et je pense aussi que le chef de file pourra prendre sa part, tu vois, et essayer de faire en sorte à ce qu'on ait un deal équilibré par rapport à ça. Mais toutes ces pistes-là sont à creuser, évidemment, Grégory. Je regarde en même temps, je lis les questions qui sont parfois assez longues. Peut-être si vous le souhaitez, plutôt que je les lise dans le fil de conversation, si vous souhaitez prendre la parole et me les poser en direct, c'est peut-être aussi efficace. Ouais, il vaut mieux faire ça, Grégory, parce que sinon on va... Donc si quelqu'un veut prendre la parole, n'hésitez pas. Merci à Raymond. J'avais levé la main. Est-ce qu'on peut avoir, j'ai vu le rétroplanning, mais en parallèle, une idée de la cartographie des outils du tooling dont tu parlais pour les EA qui sont déjà dessus, ou pour pouvoir essayer d'anticiper des modules de formation pour des collaborateurs. J'imagine qu'il y a du ServiceNow, mais est-ce qu'il y a des outils particuliers? Moi, je ne connais pas du tout l'environnement Airbus. Est-ce qu'on peut avoir une carto des outils ou quelque chose comme ça? Enfin, voilà. On va y travailler. Après, aujourd'hui, sur la partie tooling, oui, il y a du tooling. Après,
ServiceNow, c'est un des outils. Moi, ce que je pensais plutôt, c'est plutôt des outils de chatbot, vraiment pour industrialiser le support et nous diminuer le nombre de tickets, etc. Donc vraiment un agent virtuel qui va traiter les tickets à notre place ou qui Type va Watson? ouais, type Watson, ouais. Ok. Mais voilà, c'est ça l'idée dans le tooling, c'est former aussi nos collaborateurs sur une partie d'intelligence artificielle, parce que le chatbot est référencé comme intelligence artificielle. Donc c'est vraiment aller chercher ce genre de marché-là, enfin de compétences-là, voir aussi avec nos partenaires, là, pour le coup, éditeurs, hein, que ce soit Microsoft, AWS, ou comment est-ce qu'on peut travailler aussi avec eux pour des modules de formation pour qu'ils nous accompagnent dans notre démarche. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, hein, on va y D'accord. aller pas à pas. Et ouais, justement, bah, ça, c'est un autre sujet. Peut-être voir avec les éditeurs si on peut bénéficier. Certains éditeurs ont des programmes type charity un peu sur des prix de licence un peu moins chers pour les entreprises de l'ESS. Est-ce qu'on peut essayer de commencer du lobbying là-dessus? Parce que quand tu vas accompagner des EA de taille petite et qu'il va falloir investir dans des licences ServiceNow pour 10-12 utilisateurs, ça fait vite de l'argent, donc c'est peut-être des sujets qu'on peut travailler en parallèle du consortium. Exactement. Ouais, et j'ai déjà sollicité d'ailleurs Microsoft, hein, Monsieur Trottin, parce qu'ils ont une politique sur les dispositifs inclusifs et de l'emploi des personnes défavorisées. Et donc dans ce contexte-là, ils m'avaient proposé il y a 2 ans leur aide justement sur ces sujets-là. Donc je les ai relancés pour que je les mette en relation avec toi, Grégory, hein. Très bien. J'ai vu passer. Hein. Juste Ouais. Grégory et Cyril, je prends la réponse pour Frédéric Simian que je viens de voir dans le chat. Alors, les comités de pilotage opérationnel des 3 consortiums ont été mis en place pour l'instant avec les équipes internes de l'UNEA et très récemment avec les directeurs de chaque consortium. Et en fait, on va vous solliciter, donc c'était un des objets de ce matin, on sollicite les EA qui sont candidates à devenir EA tête de file, à simplement nous faire une manifestation d'intérêt en ce sens en nous envoyant un mail pour qu'on puisse, au moment où on va vous envoyer le document de mesure d'état des lieux, mesure d'écart, justement procéder à la sélection de celles qui pourront nous accompagner. Ah ok, merci. Donc ça va. J'espère que ça a répondu à cette question. Si d'autres se la posaient, on revient vers vous très très rapidement avec Greg. Et juste, j'enchaîne, j'ai vu passer une question sur la formation. Quand commencent les formations des salariés et qu'attendez-vous des EA qui ne seront pas tête de file? De celles qui ne seront pas tête de file, on espère qu'elles seront candidates à des réponses en groupement sur des marchés qui seront à venir. Sur la question des formations, je suis en train de recruter au sein de l'UNEA un chargé d'ingénierie de formation et de professionnalisation. On va pas séquencer, on va paralléliser tout ça. Donc pendant qu'on fait la mesure d'écart entre le point de départ et l'objectif des métiers qu'on se fixe, on parlait du end-to-end tout à l'heure sur le numérique, on a un objectif ambitieux pour pouvoir déployer à 100% les réponses et donc avoir les profils qui correspondent à ces réponses-là. Pendant qu'on met en place cette mesure d'écart, on recrute la personne qui, aux côtés de l'académie, va pouvoir justement modéliser les parcours et modéliser les approches les plus efficientes pour pouvoir accompagner les publics, les salariés qui seront recrutés, directement mis en emploi et les faire monter en compétences. Donc, ce n'est pas demain matin, Nathalie, le démarrage des formations, mais après demain matin. Ouais. Et pour la formation, un petit complément juste. FMS, nous, on a commencé, on est en train de recruter 40 CDD en plein. Et toute cette modélisation, qui est un cursus à presque 6 mois, on va le livrer tout modélisé à Céline pour qu'elle puisse justement le mettre à disposition et créer des catalogues avec la GFIP pour que tout le monde puisse aller les chercher directement. Ça demande beaucoup d'ingénierie, beaucoup de force, mais comme ça, si vous voulez, on a déjà essuyé tous les écueils administratifs qu'il y a pu y avoir autour de tous les montages de dossiers qui a été assez difficile. Et si les EA tête de file, il y aura sûrement Cyril aussi, je vois les remarques de Paul, il y a sûrement dans le profil des EA tête de file qui vont nous rejoindre aussi ces compétences-là et cette expérience-là sur la formation sur ces métiers. Donc Paul, j'attends de recevoir votre mail qui dit on est candidat, on veut être une... Voilà, merci. Voilà, simplon, voilà, c'est les bonnes pratiques, hein. Je veux dire, la formation, moi je vais livrer la modélisation, Céline va la partager, mais on n'est pas obligé de passer par là, hein. Je veux dire, c'est des exemples, chacun fait comme il veut, mais là, par exemple, ce que est en train de dire Paul, ça fait partie de ces excellentes pratiques. Et justement, c'est ce que Philippe avait proposé et que maintenant il faut dupliquer.
faut tout partager, quoi. Il faut qu'on partage tout, de toute façon. C'est le meilleur moyen d'avoir un haut niveau qualitatif et de proposer des effets volume de masse. C'est ça qui est important et c'est ce qui est demandé dans la feuille de route, notamment de Grégory, hein, qui ne va pas être simple. Voilà. Oui, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Monsieur Quillet, vous avez levé la main. Bonjour, Damien Bonjour. Quillet, Bretagne Atelier. Merci pour les présentations. J'imagine que en fait, toutes les entreprises adaptées ne partent pas du même endroit et ne souhaitent pas forcément aller jusqu'au même endroit. C'est-à-dire qu'on parle par exemple de support de L0 à L3 ou de développement. Oui. Nous, Bretagne Atelier, dans le numérique, on est plutôt sur la partie vidéo codage, enfin plutôt ce type de métier-là. Aujourd'hui, on n'a pas de structure encore, mais c'est pour ça qu'au consortium, on a cette volonté de profiter de cet axe de diversification et de ces études pour prendre pour prendre le bon train. Mais du coup, en fait, que ce soit en formation, on ne va pas forcément aller ni au même rythme, ni avoir le même type de besoin en termes de support ou de formation. Juste par rapport à, pour répondre à votre question, je ne sais pas si je serai très clair, mais je vais essayer d'y répondre. L'idée du consortium, quand même, c'est d'avoir des structures qui embarquent plusieurs entreprises adaptées, comme des GME, où il y aura plusieurs entreprises adaptées. Donc, on va aller chercher des deals assez structurants. Donc, on va parler peut-être de 40, 50, 60, 100 bonhommes, justement pour éviter d'avoir des micro-deals de 10 personnes où on va embarquer 5 ou 6 entreprises adaptées, et finalement, ça va être juste 1 ou 2 positions par entreprise adaptée. Donc, vous êtes plutôt sur un marché de niche. Donc, l'idée, c'est plutôt, nous, on va se concentrer sur des masses. Après, est-ce que vous, dans vos velléités de croissance, vous souhaitez rester uniquement sur votre marché de niche ou est-ce que vous voulez bénéficier de la croissance au travers du consortium? Clairement, je ne pense pas que je vais aller chercher du vidéo-codage pour le consortium en termes de développement commercial. Je ne pense pas y aller. Pour les raisons que je viens de vous expliquer. Je pense qu'on doit montrer qu'on est en capacité d'avoir de la masse, d'aller chercher des gros programmes. Et donc là, l'idée du consortium numérique, c'est vraiment de se dire, il y a des opportunités de croissance, il y a des opportunités de mise à l'emploi de personnes en situation de handicap, et donc du coup, éventuellement, je prends le choix de me diversifier, ou bien je pense que sur un métier de niche comme vous êtes, il va falloir avancer entre guillemets un peu seul. Merci pour la réponse. Non, la réponse, c'était bien la deuxième, c'est-à-dire la volonté de se diversifier vers ces métiers de support. Mais le message, c'était on part de très très loin, quoi. Hein. Mais c'est pas grave, on sera là pour vous accompagner. C'est justement la raison pour laquelle on choisit le support, c'est parce que on pense que c'est vraiment un axe sur lequel les personnes qui sont très éloignées de l'emploi, ils peuvent intégrer la partie informatique par le prisme du procédural, en fait. Tout va être écrit, il y aura des procédures à dérouler, on va les familiariser avec l'outil informatique, et une fois qu'on les aura familiarisés, on va les faire monter en compétences. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, bienvenue. Merci. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Greg. Hein. C'est exactement ça. Parce qu'après, chacun pourra se développer, bien sûr, en dehors des consortiums, c'est évident. Hein. Et donc, pour brûler les étapes et aller plus vite, pour ceux qui le voudront, il va falloir que vous recrutiez des ingénieurs. Quoi, hein. Il va arriver un moment, si vous voulez aller plus vite, là, il faut entreprendre directement. Quoi, hein. Nous, dans le consortium, on va s'attacher à embarquer un maximum de personnes pour créer un maximum d'emplois et avoir des effets volume. On a 3 mains par levées. rapport à ça. Ouais. Allô? Oui, Antoine, notamment. Oui. Oui, bonjour, Antoine Délias, en direct service à Bordeaux. J'ai une question par rapport justement à. J'entends une espèce de dichotomie entre ce qui était dit en introduction, on veut embarquer le maximum de EA, quelle que soit leur taille, et cet effet structurant pour répondre à des marchés avec de nombreuses positions. Donc, j'aimerais comprendre un peu mieux la philosophie. Est-ce que le consortium est ouvert aux EA qui auront, on va dire, entre 4 et 10 emplois à fournir, ou est-ce que c'est uniquement réservé aux EA qui seront capables de mettre 40 personnes sur un projet? J'ai vu que Greg avait vu ma main levée, merci. En fait, dans le consortium, Antoine, mais pour tout le monde, on va avoir différents types de marchés, différents groupements, différents moments d'ambition.
Typiquement, ce qui a rejoint le consortium alors que ça préexistait à sa naissance, c'est le marché qu'on a mis en place pour la plateforme 360. C'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà, d'ailleurs Mohamed, mais plusieurs autour de la table font partie de ce groupement. On a depuis presque un an maintenant un marché avec le secrétariat d'État aux personnes en situation de handicap, un marché de centres de services qui réunit 13 entreprises adaptées. Là, on a des toutes petites, des moyennes et des grandes. Pardon, je suis avec mon fils depuis le début de la semaine, donc je raconte des histoires. Des toutes petites, des moyennes et des grandes EA qui ont rejoint ce groupement. L'idée du consortium numérique, c'est que chacun à son rythme, selon les marchés auxquels on va pouvoir répondre, on embarquera à l'endroit où on est. Et on regarde la réalité qui est la nôtre, de nos compétences, de nos effectifs, etc. Par contre, on ne va pas s'interdire justement de viser peut-être un petit peu plus loin. Et c'est ce que je voulais rajouter moi tout à l'heure à la présentation. J'ai dirigé pendant de nombreuses années des structures, soit d'insertion, soit dans le champ du handicap. Souvent, on réagit par opportunité de marché. Et quand une opportunité de marché se manifeste, on réagit par recherche de compétences et course au profil, etc. Ce qu'on veut essayer de faire avec ce consortium, c'est d'inverser progressivement la tendance et de faire en sorte qu'on ait, grâce à des partenaires comme Airbus, et merci Arnaud pour la présentation de ce matin, et grâce à d'autres partenaires qui vont nous rejoindre, plus de visibilité moyen, long terme sur les marchés, mise en place de parcours plus maîtrisés sur la professionnalisation et que, partant d'un point A, on puisse tranquillement évoluer et faire évoluer les EA vers des points B et des points C qui soient atteignables. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais en tout cas, c'est la volonté. Après pour compléter la réponse de Céline, moi j'ai parlé tout à l'heure d'un principe de solidarité, c'est-à-dire que, pour être très clair, non, je ne vais pas m'interdire parce que vous êtes petit, entre guillemets, ou parce que la structure est petite, de ne pas vous embarquer. Au contraire, l'idée, ça va être par rapport à vos velléités de croissance qu'on va capitaliser là sur le questionnaire que je vais vous envoyer, c'est comment est-ce que l'UNEA vous accompagne pour arriver à ces velléités de croissance. Voilà. Donc même si vous n'êtes que 4, il y a peut-être justement, il y a peut-être des moments où je dirais aux EA tête de file qui ont suffisamment grossi, mais de dire non, aujourd'hui c'est la place de la Gironde. J'ai perdu votre nom, excusez-moi. C'est la place de la Gironde, donc non, même s'ils sont que 4, c'est eux qui vont grossir. Et on va les accompagner à grossir. Donc c'est vraiment important. Juste un petit rappel du temps, parce que c'est mon rôle d'être un peu contraignante et frustrante ce matin. Il est 10h54, on ouvre un webinaire avec les membres du consortium automobile dans 6 minutes. J'aurais juste souhaité, et on va faire des frustrations, hein, parce qu'il va y avoir des messages qui ne vont pas forcément avoir des réponses, en tout cas dans ce webinaire. Je voulais laisser la parole à Cyril pour nous préparer un petit peu la clôture de ce webinaire. Mais surtout, peut-être Cyril, que tu puisses parler parce que j'ai vu passer un sujet dans le chat sur la communication qu'on va pouvoir faire sur les consortiums, va pouvoir aussi nous aider à faire naître des désirs de candidature de personnes en situation de handicap. Je sais que Cyril, tu avais quelques idées pour pouvoir justement communiquer massivement auprès des personnes en situation de handicap. Si tu peux nous les partager dans le sens du sourcing à venir. Ouais. Merci beaucoup. Merci à tout le monde pour ce webinaire. Effectivement, juste sur ce point-là, vous verrez que pour notre plus grande réussite à tous ensemble dans cette belle aventure et cette constellation, bientôt, ça ne sera plus une problématique de commande, de bonne commande, mais une problématique plutôt de sourcing. Voilà. Et alors, le plus grand enjeu qui va être vraiment face à nous, c'est ce défi-là du sourcing, de la montée en professionnalisation et des candidats. On a tenté de l'anticiper avec l'État, puisque l'État a un groupe de travail toutes les 2 semaines avec Pôle emploi, Cap emploi, mission locale, désormais la plateforme de l'inclusion et l'ensemble des partenaires, pour que justement on n'ait pas d'effet de rupture. C'est pour ça que l'on pousse aussi la plateforme de l'inclusion. Il y a eu le webinaire il y a quelques jours qui a permis de montrer qu'on avait des mises en relation. Ce qui est intéressant avec la Startup d'État plateforme de l'inclusion, c'est qu'elle est interfacée en prise directe avec l'ASP et avec les bases de données de Pôle emploi. Et donc, il y a des interfaces qui se font et qui vont permettre d'accélérer les prises de contact. Quand on voit, par exemple, que Sébastien Reynaud est en train de réussir vers Montluçon à recruter d'un bloc sur des profils informatiques plus de 150 personnes, on voit bien que c'est faisable. Maintenant, il faut dupliquer toutes ces bonnes pratiques
et mettre toutes les synergies pour pas qu'on perde trop de temps sur le sujet et qu'on les fixe sur réellement nos besoins. Donc moi, je tenais à remercier beaucoup Céline. Bravo Céline, d'avoir mobilisé tout le monde, d'avoir réussi à faire cet achèvement parce qu'il fallait un démarrage et tout ce grand projet, lui donner du sens, nous donner beaucoup d'espoir, d'énergie, d'appétence à créer les conditions. Et on le voit, on est tous attendus. Quand on voit Arnaud, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être parmi nous, Arnaud Douez, merci beaucoup. Merci Arnaud. Grégory, business manager en conquête, bravo Greg, très courageux, très courageux, c'est bien. Merci beaucoup Greg. Et l'ensemble de tout le monde, on va le faire. Moi, quand je vois dans le chat toutes les bonnes pratiques qu'il y a, je crois qu'on a tout ce qu'il faut pour arriver à faire un savant mélange de toutes les bonnes pratiques inclusives et avancer ensemble. Voilà. Hein, rester soi-même, mais ensemble. Et c'est ça, être intelligent, ensemble. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, bonne fin de journée. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.